Oui, merci Madame la Présidente. Donc, dans la lignée de ce que vient de dire notre collègue, nous proposons de supprimer les alinéas 7 et 8, puisque nous considérons avec beaucoup d'autres acteurs et actrices de terrain que ces alinéas, qui sont la traduction de la circulaire des colons, instaurent une distinction grave entre bons et mauvais migrants et remet en cause le principe de l'accueil inconditionnel. Cet article impose une information mensuelle de la part des services intégrés d'accueil et d'orientation. Tel que le rappelle la CIMAD, ce projet grave dans la loi la logique détestable de la circulaire du 12 décembre 2017 qui demande au SAMU social d'adresser à l'OFII la liste des personnes hébergées qui sont réfugiées ou dans l'attente de leur demande d'asile. Au lieu d'accueillir sans question ni condition des personnes démunies qui cherchent un abri pour la nuit, les travailleurs et les travailleurs sociaux devraient les contrôler et dresser des listes qui pourraient servir à leur expulsion au mépris de toute déontologie. À noter que la CNIL relève dans son avis qu'en application de l'article L 345-2-2 du CASF, l'accès au dispositif d'hébergement d'urgence n'est subordonné à aucune condition, notamment de séjour. Elle rappelle ainsi que l'échange d'informations envisagé ne doit pas conduire à ce que le SIAO exclue du dispositif d'hébergement d'urgence des personnes pouvant en bénéficier. Elle recommande que le projet de loi précise clairement l'objectif de cet échange tel que présenté par le ministère. Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de ces alinéas afin de garantir un accueil et des conditions de travail acceptables et dignes. Madame Obono. Oui, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, l'enjeu qui a été mis en avant dans cette présentation du projet de loi, c'est l'efficacité, la rapidité, etc. Et ce que disent, alors je ne sais pas, il y a peut-être des microcosmes territoriaux qui font que dans le Rhône, à Lyon, tout se passe très bien et il n'y a pas de difficulté. Mais à l'échelle nationale, ce que disent, et je pense que quand des associations claquent la porte d'une réunion avec le ministre, ce n'est pas simplement pour faire de l'esbrouf ou pour entretenir leur fonds de commerce, mais parce que la réalité très diverse au niveau national se traduit par le fait que cette circulaire, et du coup sa traduction aujourd'hui dans le projet de loi, va aller à l'encontre du but de mise à l'abri, de protection, et y compris de pouvoir rediriger les personnes vers les services qui seraient susceptibles de les aider. Donc, d'un simple point de vue d'efficacité très cher, y compris à Monsieur Ciotti, c'est totalement contre-productif, et c'est ce qui a été dit et qui est dit aujourd'hui à travers ces amendements. Il y a un travail qui est déjà fait et qui essaie d'être fait dans des conditions sans remettre en cause l'accueil inconditionnel. Il faut s'appuyer là-dessus, mais là, la mesure va à l'encontre, y compris du travail de ces agents. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir sur quoi on se base pour faire la loi si on ne tient absolument pas compte de ce que disent les principaux concernés et les personnes qui les accompagnent. On fait une loi effectivement pour se faire plaisir et pouvoir dire qu'on est ferme, mais qui va au final créer plus de problèmes qu'elle ne va en résoudre. C'est un amendement qui propose de mettre en place une expérimentation qui permettrait de remédier aux condamnations du Conseil d'État du fait de l'insuffisance manifeste du montant de l'aide aux demandeurs d'asile. Nous proposons ainsi de rappeler les conditions par lesquelles les préfets peuvent exercer leurs compétences discrétionnaires de fongibilité et d'utilisation des crédits pour décider de pallier à la misère matérielle des demandeurs et demandeuses d'asile n'ayant pas pu être logés, ce alors même que le Conseil d'État a récemment jugé que le complément d'allocation pour le logement était insuffisant pour trouver à se loger dans le parc privé. Nous proposons une grille de lecture permettant au préfet d'apprécier ou non l'opportunité d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour remédier à cette situation préjudiciable et de permettre une existence digne aux demandeurs et demandeuses d'asile non logés par l'État dans l'attente de la décision de l'OFPRA et de la CNDA. Madame la Présidente. Actuellement, le droit d'asile ne prend en compte que les persécutions subies dans le pays d'origine. Or, le parcours migratoire en lui-même induit souvent des violences et traumatismes qui nécessitent, selon nous, que l'État français accorde une protection à celles et ceux qui les ont subis.
Ce d'autant plus que ces tortures, traitements inhumains ou dégradants ont pu directement être causés par les conséquences d'une politique étrangère de l'Union européenne ou de la France vis-à-vis de ces pays tiers en n'agissant pas contre les violations graves ayant lieu contre les populations migrantes, torture, enfermement, réduction en esclavage, prostitution, travail forcé, violence. L'exemple de la Libye, dont nous avons parlé il y a quelques mois au sein de l'Assemblée nationale et qui a y compris créé une unanimité de condamnation est significatif. Et quand on y regarde de plus près, comme l'avaient d'ailleurs dénoncé depuis des mois les associations internationales, les liens entre l'Union européenne et la Libye ne sont pas neutres. Ils affirment une réelle cogestion avec un pays qui ne respecte pas les droits fondamentaux des migrants. Ils impliquent que l'Union européenne soutienne que les migrants puissent se voir bloqués en Libye, alors même qu'ils et elles peuvent être victimes des traitements les plus inhumains et dégradants que l'on puisse imaginer. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. En reconnaissant les violences et atteintes subies par des personnes lors de leur parcours migratoire, nous renouons ainsi, de notre point de vue, à une histoire et une tradition constitutionnelle de protection des opprimés. Sur les réponses de Madame la rapporteuse et de Monsieur le ministre, je n'ai pas bien compris, Monsieur le ministre, quand nous étions censés discuter de la question des réfugiés climatiques depuis décembre dernier. Je pense que nous vous avions interpellé. Maintenant, vous nous dites que nous en aurons l'occasion. L'occasion se présente dès maintenant, puisqu'il s'agit d'un projet de loi que votre gouvernement présente sur la question des réfugiés. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas commencer cette discussion et marquer, y compris une position avant-gardiste et inspiratrice de la France à ce niveau-là, y compris par rapport à la réponse de Madame la rapporteuse sur le problème de définition, comme l'a indiqué notre collègue Bernalicis. Le PNUD a proposé une définition des réfugiés environnementaux depuis 1985. Donc, nous avons des outils au niveau international sur lesquels nous pouvons nous appuyer, encore une fois. Et le fait de créer ce nouveau statut dans notre propre législation nous donnera, y compris des argumentations et une légitimité d'autant plus forte pour mener ce débat au niveau international. Donc je ne comprends vraiment pas, surtout pour un gouvernement, une majorité qui affirme la nécessité de gérer la question climatique. Je suis sûre que Monsieur le ministre Hulot serait très certainement d'accord sur cet enjeu, ainsi que l'ensemble de la majorité, et que du coup, une des questions qui fait consensus sur ce problème, c'est la question des réfugiés. Donc, encore une fois, l'opportunité est là, saisissons-la. Et rapidement sur non, Madame Obono, on est au bout. Tortures.